Alors, bonjour les amis, les abonnés, j'espère que vous allez tous bien, ou mieux. Pour ma part, ça va pas trop mal. Alors, on se retrouve ce soir, là, nous sommes vendredi 11 février. Et comme vous le savez, le thème est le système digestif. Donc, je vais faire comme pour le système respiratoire. L'autre jour, j'ai pas fait non plus très long. Je vais raccourcir parce qu'il y aurait un paquet de choses à vous dire. Voilà. Donc, vous savez, j'ai mon petit bouquin du corps humain. Je vais vous faire une petite introduction avec le bouquin du corps humain. Et ensuite, avec des recherches que j'ai faites sur Internet. Voilà. Et puis, comme je vous ai dit, chaque vendredi ou samedi, si je suis pas bien, que je fais le samedi, l'exposé sur YouTube pour vous, je vous donne les sujets de la semaine prochaine. Alors, pour le lundi... Pour le lundi 14 février, le jour de Saint-Valentin, le thème sera la cicatrisation. Voilà, donc des plaies, hein, c'est compris, la cicatrisation. Donc, c'est, oui, comment cicatriser une plaie, donc la cicatrisation. Et puis, vendredi 18 février, ça sera un peu complètement changement de sujet, plus trop dans la médecine, plus trop dans le corps humain. Ça sera quelle différence entre la jalousie dite normale et la jalousie vraiment maladive. Donc, voilà. Donc, je pense que ça va être des sujets très intéressants et que vous vous réjouissez déjà que je les fasse. Voilà. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo. Parce que c'est vrai, j'ai des vues, pas mal de vues, mais j'ai jamais de like. Ça me ferait vraiment plaisir si vous me faites des likes, si vous me faisiez des likes. Et puis aussi, abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui sont nouveaux, ça serait aussi vraiment sympa. J'ai actuellement 327 abonnés. Si je pouvais en avoir encore un peu plus, je serais vraiment contente. Mais je suis déjà vraiment satisfaite, hein. Et puis, je vous connais pas. Certains, j'en connais, mais vous êtes tous dans mon cœur. Voilà. Donc, je pense qu'on commence tout de suite. Comme vous savez, je bois toujours mon thé pendant ce temps. Ou alors, j'ai aussi de l'eau ce soir. Voilà. Donc... oui, je pense qu'on va commencer. Voilà. Alors, je fais la petite introduction avec le bouquin et après, je prends les feuilles. Voilà. Alors, les troubles du système digestif. Donc, le système digestif et ensuite les troubles du système digestif. Les pathologies affectant les organes du système digestif sont fréquentes et touchent des personnes de tout âge. Certains troubles courants de l'estomac et des intestins sont liés au régime alimentaire et peuvent être aggravés par l'anxiété. Les maladies du foie sont parfois d'origine virale, mais elles sont souvent la conséquence d'une consommation d'alcool abusive et prolongée. Quant au cancer, il peut apparaître dans n'importe quelle partie du système digestif. Les maladies intestinales. Lorsque des maladies digestives perturbent le processus de digestion, cela se traduit par des douleurs et de la diarrhée. Voilà, pour la petite introduction. Après, plus tard, je vous parlerai encore d'un ou deux sujets à la fin, comme j'avais fait pour le système respiratoire. Alors, appareil digestif humain. Donc, système digestif. J'ai une photo, quand même, que vous voyez. Hein, là, vous savez à quoi ça ressemble. Hein. On avale par la bouche. Il y a l'œsophage, ça part dans l'estomac. Ensuite, dans l'intestin grêle et ça finit par le gros intestin, ensuite le rectum et on va aux toilettes et ça sort par l'anus comme tout le monde le sait. Voilà. Alors, le système gastro-intestinal ou appareil digestif est le système d'organes des animaux pluridisciplinaire qui prend la nourriture, la digère pour en extraire de l'énergie et des nutriments et évacue le surplus en matière fécale. La digestion est importante pour décomposer les aliments en nutriments que le corps utilise pour l'énergie, la croissance et la réparation des cellules. Quand on mange, les aliments sont mâchés et transformés en grosses molécules. Elles sont ensuite transformées en molécules suffisamment petites, nutriments, pour être absorbées dans la circulation sanguine. Le reste est ensuite éliminé par le corps sous forme de déchets, sel.
Le tube digestif varie d'une espèce animale ou d'un être humain à l'autre. Par exemple, certains animaux ont des estomacs à plusieurs chambres. Au niveau embryologique, le tube digestif est constitué de plusieurs feuillets embryonnaires. La cavité buccale et l'anus sont d'origine ectodermique, alors que le reste du tube est d'origine endodermique. Ce système est un tube faisant transiter dans divers compartiments les aliments ingérés par les êtres vivants qui en sont munis. Ces aliments portent successivement le nom du contenu gastrique, chyle et chyme alimentaire. Dans ce tube, diverses opérations mécaniques et chimiques vont transformer la nourriture en nutriments. Les transformations mécaniques sont réalisées par le système masticateur et la couche de muscles bordant le tube digestif. Les transformations chimiques sont réalisées par le complexe enzymatique, catalyse enzymatique. Ces transformations enzymatiques sont coupées à un pH favorisant ces réactions. Par exemple, le pH de l'estomac est de 3 en attente d'une prise alimentaire. Le rôle essentiel de l'appareil digestif est d'assimiler, d'absorber les nutriments dans la circulation sanguine et lymphatique et d'éliminer les éléments non assimilables. Cependant, l'appareil digestif possède également deux autres rôles. 1. Un rôle de défense de l'organisme. 2. Un rôle endocrinien. Donc là, la suite du paragraphe, c'était pour l'être humain, bien sûr. Voilà. Et je fais une parenthèse pour les animaux. Composants de l'appareil digestif. Chez un adulte de sexe masculin, le tube digestif mesure environ 8 mètres de long. Il a un diamètre variable. Son mouvement est appelé péristaltisme. Il y a 4 tuniques qui sont en partant de la lumière vers l'extérieur. La muqueuse, rôle sécrétoire et d'absorption. La sous-muqueuse. On y trouve tous les éléments de vascularisation et d'innervation. Une tunique musculeuse et enfin une couche externe appelée séreuse lorsqu'on se trouve dans le péritoine et adventice qu'on se trouve en dehors du péritoine. La tunique musculeuse peut être constituée de 2 ou 3 couches musculaires dont la dénomination est relative à leur orientation. Dans le cas de l'estomac, celles-ci sont au nombre de 3. Excusez, j'ouvre juste la fenêtre, j'ai un petit peu chaud, j'arrive. Et voilà. Alors, 1. La couche musculaire oblique, dite inférieure, présentant des cellules musculaires appareillées de façon oblique par rapport au tube. Elle est la couche la plus interne du tube et par conséquent la plus externe de l'organisme par définition, l'intérieur du tube digestif étant en contact permanent avec l'environnement. 2. La couche musculaire circulaire, dite moyenne, présentant des cellules musculaires appareillées de façon circulaire par rapport au tube et conséquemment l'entourant. 3. La couche musculaire longitudinale, dite supérieure, présentant des cellules musculaires positionnées longitudinalement et constituant la couche de la muqueuse la plus interne du corps, plus fragile. La suite de l'appareil digestif, donc intestin grêle et côlon, quant à lui n'est composé que de 2 couches différenciées au sein de la musculeuse qui sont pour la plus externe à l'organisme la circulaire et pour la plus interne la longitudinale. C'est des mots assez compliqués quand même. L'appareil digestif se compose des éléments suivants. Éléments du tube digestif. Le tube digestif comprend de haut en bas la bouche composée des lèvres, des dents, de la langue et du palais, permettant ensemble la préhension et la préparation du bol alimentaire
en particulier la mastication. Le pharynx, au croisement des voies digestives et respiratoires, siège des amygdales qui participent au système immunitaire de l'appareil digestif. L'œsophage terminé par le cardia. L'estomac qui inclut le fundus et le corps et l'antre du pylore. Les intestins. L'intestin grêle en 3 parties, le duodénum, le jéjunum et l'iléon. Le gros intestin en 3 parties, le caecum, auquel est appendu l'appendice, le côlon, lui-même composé de plusieurs segments, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant et le côlon sigmoïde, et le rectum se terminant par l'anus. Glandes annexes. Glandes salivaires. Foie. Pancréas. Le foie pour fonction principale de détoxiquer ce que l'appareil digestif a ingéré. Il se situe dans la cavité péritonéale et plus précisément dans l'hypocondre droit, sous le diaphragme. Sa face intérieure repose sur les autres viscères. Sa vascularisation est double. Une vascularisation pour le nourrir, dite nourricière, est une vascularisation fonctionnelle qui lui permet de remplir sa fonction de nettoyage. Le foie est, par son rôle, un organe vital. Un de ses produits est la bile qu'il secrète dans l'intestin grêle via les canaux biliaires. La bile, lorsqu'elle arrive dans l'intestin grêle, rejoint le duodénum. Le sang est purifié par les lobules hépatiques. Le pancréas est un organe rétropéritonéal. Il est traversé par la terminaison de la voie biliaire. La voie biliaire extra-hépatique, à l'extérieur du foie, est constituée du cholédoque. L'accumulation de canaux biliaires dans le pancréas peut engendrer une pancréatite. Il sécrète un liquide isomotique contenant du bicarbonate et divers enzymes, parmi lesquels de la trypsine, de la chymotrypsine, de la lipase et de l'amylase pancréatique, ainsi que des enzymes nucléolytiques de l'intestin grêle. Tous ces organes sécréteurs assistent la digestion. Processus de la digestion et de l'excrétion. Pardon, j'ai mal prononcé. Après avoir été mastiquée, la nourriture est avalée et dirigée vers l'estomac via l'œsophage. Grâce à l'action de brassage des muscles de l'estomac et des sucs gastriques, elle est transformée en pâte liquide qui passe ensuite à travers l'intestin grêle où les particules nutritives sont rétrécies. Protéines égale acide aminé, lipides égale acide gras, plus glycérol et glucides égale glucose. Puis sont absorbés par l'organisme en passant dans le sang et la lymphe. Les glucides et les protéines seront absorbés par les vaisseaux sanguins et les lipides seront absorbés par les vaisseaux lymphatiques. Le reste chemine vers le côlon et est rejeté en tant que fesses, donc les selles. Je bois juste un petit coup, merci. Mode d'action. Le système digestif est constitué d'une suite d'organes creux, reliés entre eux pour former un tube qui va de la bouche jusqu'à l'anus. À l'intérieur, ce tube est tapissé d'une muqueuse. Dans la bouche, l'estomac et l'intestin grêle, cette muqueuse renferme des petites glandes qui produisent des sucs favorisant la digestion. 2 autres organes, le foie et le pancréas, sécrètent des sucs digestifs qui sont déversés dans l'intestin grêle. Bien d'autres facteurs, exemple nerfs et sang, jouent également un rôle important dans le processus de digestion des aliments.
Importance de la digestion. Pour être absorbée par l'organisme, la nourriture doit être traitée, c'est-à-dire brisée en petites molécules capables de passer dans la circulation sanguine pour ensuite être distribuée à toutes les cellules du corps. La digestion est ce processus de fractionnement et d'absorption des aliments qui serviront par la suite de nutriments et de sources d'énergie à l'organisme. Comment la nourriture est digérée? La digestion implique le brassage des aliments, leur progression à travers le système digestif et le fractionnement des grosses molécules en plus petites. Elle débute dans la bouche avec la mastication et la déglutition et se termine dans l'intestin. Le procédé chimique en cause est quelque peu différent selon le type de nourriture ingérée. Les bactéries normalement présentes dans le système digestif sont responsables de plusieurs transformations chimiques utiles à la digestion. Mouvement de nourriture à travers le système digestif. Les organes creux du système digestif sont pourvus de muscles qui permettent aux parois de faire des mouvements qui poussent la nourriture ou la brassent. Le mouvement typique de l'œsophage et de l'estomac et de l'intestin est le péristaltisme. L'action du péristaltisme, donc c'est quand ça bouge, quand ça travaille pour que ça aille dans l'intestin, ressemble à une vague traversant le muscle ayant pour effet de diminuer le diamètre du tube digestif. Ces rétrécissements se déplacent lentement d'un bout à l'autre de l'organe, toujours dans le même sens, avec pour effet d'en pousser le contenu à travers tout le canal alimentaire. Les premiers mouvements de ces muscles surviennent lorsque la nourriture ou un liquide est ingurgité. Bien que le fait d'avaler soit au départ un geste volontaire, une fois commencé, il devient involontaire et se poursuit sous le rôle du contrôle des nerfs. L'œsophage est l'organe dans lequel la nourriture est poussée une fois déglutie. Il connecte la gorge avec l'estomac. À sa jonction avec l'estomac se trouve le sphincter du cardia qui ferme le passage entre les deux organes. Toutefois, à l'approche du bol alimentaire, le sphincter se relâche et permet à la nourriture de passer. La nourriture pénètre dans l'estomac, qui a alors 3 tâches mécaniques à effectuer. Premièrement, il doit contenir tous les aliments et liquides avalés, ce qui requiert que le sphincter supérieur cardia reste relâché et accepte une grande quantité de matière. Deuxièmement, il doit malaxer la nourriture avec les sucs gastriques qu'il produit. Ceci est fait par l'action des muscles de la base de l'estomac. Finalement, il doit vider son contenu en direction de l'intestin grêle. Différents facteurs affectent l'évacuation du contenu de l'estomac, incluant la nature des aliments, en particulier leur teneur en gras et protéines, ainsi que le degré d'action musculaire nécessaire pour vider l'estomac et, au niveau de l'intestin, d'en recevoir le contenu. À mesure que la nourriture est digérée dans l'intestin et dissoute par les sucs pancréatiques, hépatiques et intestinaux, elle est brassée et toujours poussée plus loin le long de l'intestin. Finalement, tous les nutriments déjà digérés sont absorbés par les parois intestinales. Les déchets de ce procédé sont constitués de fibres ou de cellules mortes. Ils sont propulsés vers le côlon, caecum, côlon ascendant, côlon transverse, côlon descendant, côlon sigmoïde, où le bol alimentaire sera dépourvu de son eau. Le bol alimentaire, maintenant transformé en fesses, sera stocké dans le rectum et éliminé par l'anus, sphincter anal. Production de sucs digestifs. Les premières glandes qui entrent en action sont les glandes salivaires. La salive qu'elles produisent contient une enzyme l'amylase
qui entament la digestion de l'amidon. Ensuite, les cellules tapissent la paroi interne de l'estomac, sécrètent les sucs gastriques, composés d'acide chlorhydrique et d'enzymes peptidiques qui digèrent les protéines. Curieusement, l'acide produit par l'estomac ne le détruit pas lui-même. Le mucus qu'il produit réussit à le protéger et l'action de l'acide se concentre uniquement sur les aliments. Après que l'estomac s'est vidé de son contenu dans l'intestin grêle, duodénum, en passant par le sphincter du pylore, les sucs digestifs du pancréas et du foie sont ajoutés aux aliments afin de poursuivre la digestion. Le pancréas produit de nombreuses enzymes capables de dégrader les glucides, les lipides et les protéines. D'autres enzymes sont sécrétées également par les parois de l'intestin. Le froid produit la bile. Celle-ci est mise en réserve dans la vésicule biliaire. Au moment de la prise d'aliments, la vésicule se contracte pour libérer la bile dans l'intestin via le cholédoque. La bile dissout les lipides, un peu comme les détergents agissent sur la graisse d'une poêle à frire. Les molécules ainsi obtenues sont digérées par les enzymes du pancréas et de l'intestin. Protéines. La nourriture, comme les céréales, les légumineuses, la viande, les noix, les amandes, les noisettes et les œufs, contient des molécules géantes appelées protéines. Ces molécules doivent tout d'abord être digérées par les enzymes pour ensuite être absorbées par le sang. Ces molécules sont utilisées pour réparer les tissus cellulaires. La plus grosse part de la digestion est située dans l'intestin grêle. Lipides, graisse. Les molécules de gras constituent une importante source d'énergie dans le corps. La première étape de la digestion d'un corps gras, comme le beurre par exemple, est de le dissoudre dans le milieu aqueux de la cavité intestinale. Les acides de la bile réduisent ces grosses molécules en de plus petites, comme les acides gras et le cholestérol. Ces molécules peuvent être ensuite absorbées par les cellules de la paroi intestinale où elles sont transformées en molécules plus grosses qui sont déversées dans les vaisseaux lymphatiques. De là, elles passent ensuite dans le sang qui les dirige vers les réserves de graisse de l'organisme. Vitamines. D'autres éléments très importants puisés dans la nourriture sont les vitamines. Elles sont classées en deux grands groupes selon leur solubilité dans l'eau, toutes les vitamines B et la vitamine C, ou dans les lipides, vitamine A, D, E, K. Eau et sel. La plupart du matériel absorbé par les parois de l'intestin est composé d'eau dans laquelle des sels sont dissous. Cette eau et ces sels proviennent de la nourriture et liquides absorbés, mais aussi des sucs gastriques sécrétés par l'organisme. Contrôle des processus digestifs. Régulateurs hormonaux. Le système digestif produit ses propres régulateurs. La gastrine entraîne l'estomac à produire un acide permettant de dissoudre et digérer certains aliments. Il est également nécessaire pour la croissance normale de la paroi de l'estomac, l'intestin grêle et le côlon. La sécrétine permet au pancréas de produire un suc riche en bicarbonate. Elle stimule l'estomac pour produire de la pepsine, une enzyme qui digère les protéines. Elle stimule également le foie pour produire la bile. La cholécystokinine permet au pancréas de croître et de produire les enzymes des sucs pancréatiques et elle permet à la vésicule de se vider. Désolée, il y a certains mots aussi compliqués à lire. Même si on les lit une fois, c'est difficile à les lire une deuxième, troisième fois. Régulateur nerveux. La digestion est en grande partie régulée par le système nerveux autonome.
le système sympathique l'inhibant, le système parasympathique la favorisant. En effet, une stimulation sympathique, noradrénaline, entraîne une diminution de la motricité, une contraction des sphincters, une inhibition des sécrétions digestives, notamment pancréatiques. À l'inverse, une stimulation parasympathique acétylcholine entraîne une augmentation de la motricité, un relâchement des sphincters, une stimulation des sécrétions digestives. Deux types de nerfs permettent de contrôler l'action du système digestif. Des nerfs extrinsèques, para- et orthosympathiques, utilisant deux neurotransmetteurs, l'acétylcholine et l'adrénaline. L'acétylcholine permet aux muscles du système digestif d'écraser avec plus de force et de pousser la nourriture et les liquides dans le tube digestif. L'acétylcholine permet également à l'estomac et au pancréas de produire plus de sucre gastrique. L'adrénaline relâche les muscles de l'estomac et diminue le flux de sang vers ses organes. Plus important encore, les nerfs intrinsèques forment un réseau très dense dans les parois de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin grêle et du côlon. Les nerfs intrinsèques sont amenés à agir lorsque les parois des organes vitaux sont étirées par la nourriture. Ils libèrent de nombreuses substances variées qui vont accélérer ou ralentir les mouvements de la nourriture et la production de sucre par l'appareil digestif. Alors oui, c'était très intéressant. Donc là, j'en ai terminé pour ce qu'en était des feuilles que j'ai pu trouver sur le système digestif sur Internet. J'en suis bientôt à une demi-heure. Je vais faire encore un petit peu ici, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Voilà, par exemple, les hernies. Les hernies inguinales. Ce qu'on peut avoir dans le ventre, quoi. Alors, les hernies. Une hernie est la saillie d'un organe ou d'un tissu hors de la cavité qu'il occupe normalement. Il existe diverses sortes de hernies abdominales. Les deux exemples décrits ci-dessous touchent surtout des personnes souffrant de surcharge pondérale, d'âge moyen ou âgé. Le premier symptôme est généralement un reflux gastrique souvent douloureux. Hernie hiatale par glissement. C'est l'une des hernies les plus courantes. Elle se produit lorsque la partie inférieure de l'œsophage et la partie supérieure de l'estomac glissent à travers le cardia, ouverture dans le diaphragme par laquelle passe l'œsophage. Cela provoque des reflux acides et des brûlures d'estomac. Hernie hiatale para-œsophagienne. Dans ce type de hernie, une partie de l'estomac est poussée par le diaphragme et se replie, formant une poche à côté de la base de l'œsophage, au-dessus du diaphragme. La jonction gastro-œsophagienne n'étant pas affectée, il n'y a pas de reflux gastrique, mais il existe un risque de torsion de l'estomac, volvolus gastrique. Alors voilà, comme c'est dessiné les hernies. Un peu compliqué, mais moi je vous en ai lu 3. Donc c'est quand même assez impressionnant. Par contre, ils n'ont pas parlé de l'hernie inguinale, mais c'est à peu près du même style, quoi. C'est quelque chose qui sort de la paroi de l'intestin, de bas de l'intestin grêle, je crois. Je suis pas sûre. Il faut vérifier. Ensuite, je peux vous lire encore l'ulcère. Donc, je vous lis quelques maladies du système digestif, hein, vous aviez compris. L'ulcère gastro-duodénal. L'ulcère gastro-duodénal survient lorsque le tissu des parois de l'estomac ou du duodénum est érodé, par endroits, par les acides gastriques. En temps normal, ces organes sont protégés par un mucus, par la production de bicarbonate, qui neutralise en partie l'acidité, ainsi que d'autres sécrétions. Lorsque cette barrière protectrice est entamée, les acides s'attaquent aux parois, responsables d'une augmentation de l'acide
l'acidité gastrique, la bactérie Helicobacter pylori est souvent à l'origine des ulcères gastro-duodénums. Localisation des ulcères. L'ulcère gastro-duodénal se produit principalement dans la première partie du duodénum, le bulbe duodénal. L'illustration ci-contre indique la fréquence de ce type d'ulcère en fonction de sa localisation. Ulcère duodénal gauche, ulcère gastrique droite. Alors, ulcère duodénal gauche. Ulcère gastrique droite. Voilà. Ensuite, le développement d'un ulcère gastro-duodénal. Dans les phases précoces de l'ulcère, la muqueuse présente une érosion légère et peu profonde. Elle n'est que partiellement détruite. Dans les phases ultérieures, l'ulcère traverse la totalité de la muqueuse et de la sous-muqueuse et peut entamer la couche musculaire de l'organe. Voilà. L'hépatite, et puis après je pense qu'on va arrêter là. L'hépatite est une inflammation du foie provoquée le plus souvent par une infection virale du type A, B ou C. Généralement de courte durée, l'hépatite virale persiste parfois, notamment lorsqu'elle est causée par le virus C et peut même évoluer en cirrhose. L'hépatite peut aussi résulter d'une intoxication médicamenteuse, alcoolique ou d'une infection bactérienne. Une infection médicamenteuse, intoxication médicamenteuse, ouais. C'est là que, suite à un problème de santé, je me rends compte que dans le passé, ben vraiment, j'ai eu beaucoup de chance de ne pas choper ça, quoi, hein, au foie. J'étais pas au courant que ça pouvait faire quand même ça au foie. Des dégâts, oui, mais pas ça. Ensuite, ben, je vous lis encore l'abcès du foie, puis on s'arrête là. Un abcès, accumulation de pus, se développe dans le foie, consécutivement à une infection par des bactéries ou par des amibes. Deux types d'organismes unicellulaires. Les bactéries peuvent se propager à partir d'un autre foyer infectieux, l'appendice par exemple. Les amibes sont transmises par de la nourriture ou de l'eau contaminée et peuvent aboutir dans le gros intestin où elles provoquent une ulcération. De là, elles peuvent rejoindre le foie, entraînant une dilatation de l'organe, de la fièvre, des douleurs, la nausée et une perte de poids. Voilà une illustration. Voilà ce que je viens de vous lire. Ensuite, il y aurait beaucoup de choses à dire. Comme j'ai dit, on va réduire parce qu'on n'en finirait plus. Donc, on va arrêter ici. Donc, moi, je vous ai lu le principal. Après, ben, il y a des cancers. Après, il y a les infections diverticulaires, les hémorroïdes, les maladies inflammatoires des intestins, la lithiase hépatique ou calcul biliaire, le syndrome d'irritation intestinale, le cancer du pancréas. Mais comme je vous dis, il y a beaucoup de choses. Cancer du côlon, c'est le dernier truc. Mais là, ça ferait beaucoup trop à vous lire et la vidéo durerait plus d'une heure. Et les vidéos qui durent plus d'une heure, c'est pas non plus intéressant. Moi, je vous ai lu le principal. Après, on va pas entrer dans l'histoire des cancers et tout. Je vous ai quand même lu quelques trucs, peut-être. Je vous ai parlé de cancer, je ne sais plus. Voilà. Donc, je crois que l'exposé était, en tout cas, bien rédigé. Je crois que je vous ai bien expliqué, bien sûr, en rapetissant tout le thème qui est très vague du système digestif. Je crois que moi, je vous ai bien résumé tout ça. En plus petit, bien sûr, ce qui est normal, hein, on n'a pas le choix. Et puis que je vous ai dit les choses les plus importantes et puis que ça pourra vous apporter
de l'aide, voilà, comme ça. Si vous avez peut-être une question, vous vous dites, tiens, je retourne sur la vidéo de Sandrine et je vais vite voir, voilà. Après, je sais qu'il y en a plein d'autres sur Internet et tout, avec des illustrations. Comme je vous dis, il faut que j'apprenne encore à mettre mon image en bas de l'écran qui filme et des illustrations qui défilent, bien sûr, sur l'écran. Ça va venir, je vous le promets, mais il me faut me laisser du temps parce que j'ai aussi mon travail, j'ai aussi ma santé que je dois refaire, surtout le plus grave accident du 2 septembre. Voilà. Comme vous avez pu voir, je suis allée me recueillir l'autre jour, là où il y a eu le drame. J'en avais vraiment besoin, donc j'espère pas qu'il y en a des qui se sont dit mais qu'est-ce qu'elle va faire là. Je vous dis que ça peut aider à vider des émotions, à vider ce qu'on a eu. C'est bizarre, mais souvent les gens veulent retourner là où il y a eu un drame, que ce soit des blessés ou des morts, que ce soit soi-même ou quelqu'un d'autre. Voilà, je voulais juste vous dire ça encore. Je vais juste faire une parenthèse. Alors sur ce, les amis, les abonnés, je vais vous laisser. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis comme d'habitude, soit une bonne matinée, une bonne journée, enfin une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et puis n'hésitez pas à liker, au moins à liker et mettre un petit commentaire, ça serait sympa. Ouais. Pour ça, je vous oblige pas. Mais au moins de regarder la vidéo, ça c'est cool quoi. Quand je vois que j'ai tant de vues, que les vues, elles montent, elles augmentent, ça me fait toujours plaisir. Alors, je vous adore. Je vous dis à lundi pour le sujet qui était, je ne sais plus par cœur, oui, la cicatrisation. Voilà. Alors, tout bon week-end. Allez, à plus. Ciao, ciao les amis. Bisous, bisous.